Bonjour et shalom pour ce magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, qui traitera aujourd'hui de manière exceptionnelle d'un sujet lié au calendrier israélien. Nous avons choisi de parler en cette semaine de Yom HaAtzmaut, marquant le 71e anniversaire de la renaissance de l'État d'Israël sur sa terre ancestrale, de la place d'Israël et du nom même d'Israël dans l'identité juive et hébraïque, ainsi que des divers noms qui furent avancés et proposés pour l'État des Juifs. Rappelons quelques données de référence pour situer notre propos. Comme on le sait, le nom d'Israël apparaît pour la première fois dans la Bible hébraïque, plus précisément au livre de la Genèse, chapitre 32, verset 29, comme le nouveau nom donné au patriarche Jacob au retour de ses 20 ans passés chez son oncle Lavan avant qu'il ne revienne sur la terre d'Israël pour assumer sa mission de père des 12 tribus d'Israël. Or, ce nom, Israël, tout comme celui qui fut le premier à le porter, connaîtra de nombreuses péripéties dans l'histoire, à commencer par la descente en Égypte pour 210 ans, puis la sortie du pays du Nil et du régime totalitaire de Pharaon que nous venons de fêter à Pessah. Deuxième remarque, il est intéressant de relever que dans l'histoire hébraïque puis juive, et ensuite dans l'histoire du mouvement sioniste ayant abouti à la création de l'État d'Israël, les références et réflexions abondent sur le terme et sur le thème aussi Israël. Et ce, sans doute, en vertu de l'adage antique des sages juifs disant, je cite en hébreu, Sof Maaseh beMarshava Trila, l'accomplissement de l'acte, en l'occurrence la future création, la renaissance de l'État d'Israël, est tout entier contenu dans la pensée initiale, c'est-à-dire cette réflexion sur l'identité et le nom d'Israël. Comme si toutes, justement, ces réflexions identitaires, tous ces livres et toutes ces réflexions philosophiques s'étalant sur plusieurs siècles devaient précéder la renaissance même de l'État d'Israël en 1948. Enfin, dernière remarque, plus concrètement, au moment où les réalisateurs et les leaders du projet de renaissance de l'État juif s'approchaient de leur but, un débat éclata au sein des instances sionistes sur le nom précis que devait porter cet État, un débat à partir, on pourrait dire, d'une liste de 10 termes sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Alors justement, pour parler aujourd'hui avec nous de tout cela, Yael David est à mes côtés dans le studio, Yael David Touati. Yael, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes venu de France, voilà 35 ans, vous installez en Israël, vous êtes passionné d'éducation juive, et à ce titre, vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes juifs de France ou francophones en visite en Israël. Et puis, vous êtes aussi guide, formatrice, et vous avez été aussi directrice pendant 10 ans du réseau des écoles juives des petites communautés d'Europe pour l'Alliance israélite universelle. Vous êtes aussi enseignante, sur les thèmes notamment de l'Alia et de l'identité juive. Et puis, on peut ajouter que vous êtes doctorante à l'Université de Strasbourg sur un sujet original qui est en fait une étude sur des commentaires de Haggadot écrites en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais je n'ai pas cité tout ce que vous savez faire et tout ce que vous avez fait. Alors, une première, si vous voulez, revenons. Vous avez aussi, et c'est aussi pourquoi on a choisi de vous rencontrer, c'est que vous êtes penché, vous avez fait une étude sur la place du nom Israël, la place d'Israël dans l'identité juive et hébraïque. Alors, si vous voulez, revenons, si vous le voulez bien, à ces premières références citées dans cette étude sur le nom d'Israël, qui sont tout à fait fondamentales et qui ont trait évidemment à la Bible hébraïque. Alors, vous les avez un petit peu cités, mais avant ça, ce qui me préoccupe dans ma recherche, c'est pas tant de savoir quelles sont les origines du nom Israël, mais plutôt d'essayer de comprendre quelle serait la place de ce terme, de cette notion d'Israël dans notre identité. Et pour citer Lévinas qui dit s'interroger sur l'identité juive, c'est déjà l'avoir perdu, mais c'est encore s'y tenir, sans quoi on éviterait l'interrogatoire. Entre ce déjà et ce encore se dessine à la limite tendue comme une corde raide sur laquelle s'aventure et se risque le judaïsme des Juifs occidentaux. Et pourquoi je tiens à citer cette citation de Lévinas qui est assez connue, c'est parce que justement quand on parle d'identité juive, et ça va être notre thème à travers Israël, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que cette interrogation
Et 71 ans après la création de l'État d'Israël, on parle aussi de l'identité d'Israël avec des lois qui essaient d'être promulguées pour préserver un certain aspect de cet État d'Israël. Mais en disant État d'Israël, on reste sur le mot Israël qu'il va falloir effectivement élucider. Et surtout, et c'est ça mon propos, c'est lui trouver sa place. Une fois qu'on va, et on va rentrer dans les détails maintenant, une fois qu'on va trouver cette définition d'Israël, il va falloir que chacun trouve quelle est la place de cette définition dans son identité juive. Comme le dit Lévinas, j'aime bien cette expression culte du cinéma français, action, réaction, mais quelque part ça nous oblige, on ne peut pas rester indifférent. Et je crois que c'est une des forces justement de la notion d'Israël, c'est qu'à travers les siècles, elle n'a jamais laissé indifférent, et même si on s'y oppose, on ne peut pas être indifférent à cette terminologie qui est Israël, et qui a tout un sens qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe justement dans la Bible avec Jacob qui prend le nom d'Israël ? Alors, Jacob prend le nom d'Israël au moment où il se retrouve, en fait, il rentre en Israël. Il était parti, donc il était recherché par son frère Ésaü. Il part chez Laban, son oncle. On sort de la nuit du Seder, donc tout est frais parce qu'on parle de Laban dans la sortie d'Égypte. Dans la nuit du Seder, on parle pratiquement de tout, sauf vraiment de la sortie d'Égypte. Et donc cette descente chez Laban, pour Jacob, et c'est très important pour moi de rappeler ça, avant de quitter Israël, il fait un premier rêve, le rêve de l'échelle, le fameux rêve en question où il jure que si jamais il revenait, il construirait ici un autel. Et dans ce rêve, Jacob il est en départ vers l'exil. Il part chez son oncle, un petit peu pour se protéger, c'est vrai, mais il part en exil. Et il est le petit-fils d'Abraham. Et il sait qu'il y a une promesse qui a été faite à son grand-père, qu'un jour viendra où sa descendance descendra de la terre promise, et cette terre sera promise à sa descendance, donnée plutôt, je dirais. Qui sera étranger, sur une terre étrangère, où il travaillera dur, et de cet exil, il reviendra avec des grandes richesses, et détail pas moins important, et tout ça durera 400 ans. Et au fur et à mesure de l'histoire du peuple juif, on voit que chacun d'entre nous, y compris nous, essayons de nous positionner par rapport à cet héritage et nous dire, est-ce que je n'ai pas été en exil suffisamment longtemps, de manière suffisamment de servitude, et en même temps, finalement, est-ce que c'est pas moi le porteur de cette promesse, le porteur plutôt de cet héritage ? Jacob lui-même dira qu'il a tardé à venir. Il regrettera il est resté 20 ans chez Laban, son oncle, oui. 21 ans. Il dira, le verset 10, j'ai tardé à venir. Et les commentaires disent qu'il éprouvait une certaine angoisse à cause de ce délai. Oui, mais d'un autre côté, là où on retrouve Jacob qui va devenir Israël, c'est au moment où il rentre, après un exil, la servitude, des richesses, notamment ses 11 enfants, Benjamin n'est pas encore né, ses 11 enfants et ses femmes et ses biens, et donc pratiquement tout est là. Par les 400 ans, tout est là. Tout est là pour dire, je rentre vers cette terre, je m'excuse d'employer ce mot, promise, cette terre donnée à Abraham, et je suis moi, le petit-fils, porteur de l'héritage. Ou plutôt, pas porteur, tout le monde est porteur de l'héritage, mais moi j'accomplis et je récupère cet héritage. Pourquoi j'insiste sur le début de l'histoire ? Parce que ça explique exactement la notion de Jacob. Qu'est-ce qui se passe ? On voit dans les versets que vous avez cités, donc on est dans le livre de la Genèse au chapitre 32, je commence au verset 23. Il se leva quant à lui pendant la nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Puis, il les aida à traverser le torrent et il fit passer ce qui lui appartenait. Donc là, on voit que c'est un retour avec toute cette richesse. Jacob était resté seul. Un homme lutta avec lui, c'est marqué Ish. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il lui pressa la cuisse et la cuisse de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui. Cette luxation de la cuisse est très importante. Parce que c'est le prix à payer de la sortie d'exil. Boiter. Mais d'un autre côté, on boite, mais on y va.
Et c'est important d'après moi parce que cette notion, on va la retrouver chez beaucoup de rêveurs sionistes qui comprennent que cet exil, c'est à partir de cette histoire de Jacob qui change de nom, le fait de boiter, la le sortie fait de d'exil a un prix. Oui, on boite. On rentre pas. On est bancal. Voilà, on a la cuisse bien pressée et on se rappelle de cet événement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc il y a une lutte entre cet homme qui semblerait être un ange et l'aube va arriver. Donc il est rappelé au service là-haut céleste et donc il est obligé de partir. Donc il lui dit quel est ton nom? Il dit je suis Jacob. Il lui dit dorénavant tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël. Et c'est la première fois qu'il lui donne ce nom. Je vais lire exactement. Parce qu'après Jacob demande à l'ange comment il s'appelle. Alors il lui dit quel est ton nom? Tu ne seras plus désormais, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre les puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Et donc Jacob prend un nouveau nom. Mais ça, c'est pas nouveau. On connaît ça chez Abraham, on connaît ça chez Sarah, on connaît ça après chez Josué. C'est des gens qui vont changer de nom, mais en changeant de nom, ils changent complètement d'identité. Et donc, c'est un petit peu comme avec quelqu'un qui se convertit, on ne doit pas rappeler le passé aux gens. Donc, Sarai n'existe plus puisque Sarah rentre dans l'histoire. Or, Jacob, on va voir que tout de suite après lui avoir donné ce nom, il va reprendre son nom de Jacob, mais à nouveau, Dieu lui-même, un petit peu plus loin dans la Bible, donc toujours dans la Genèse 17, 5, on voit que là, c'est Dieu lui-même qui lui dit « Tu te nommes Jacob, mais ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Et à ces deux moments, on voit qu'il y a une corrélation entre le fait de changer de nom, sans pourtant perdre son identité, sauf une différence primordiale. Jacob est celui qui part en exil, Israël est celui qui rentre d'exil. Et la notion d'Israël, qu'on va reprendre maintenant au fur et à mesure des années, est très importante. Parce que si on comprend que Israël, c'est aussi un territoire, mais ce n'est pas qu'un territoire, Israël, c'est tout juif en marche. Ce qu'on se rend compte ces dernières années, c'est que pendant 2000 ans, le juif était en marche. Il était en exil et il cherchait à se tourner vers Jérusalem, rentrer en Eretz Israël, pas quelquefois de force, mais le juif était toujours en marche. Or, quand on écoute aujourd'hui certains juifs qui vous disent « non, ça ne m'intéresse pas, l'Alia, ça ne me concerne pas, etc. », ces gens-là ne sont plus en marche. Donc, ils sont des Jacob. Ils ne sont plus des Israël. Ils sont coupés de l'identité d'Israël, d'une certaine manière. Alors que l'identité d'Israël, je ne vais pas dire qu'il l'a acheté, mais cette lutte avec l'ange... fait partie d'eux-mêmes, normalement. Fait partie, exactement. Donc ça doit faire partie de nous. Et ma question qui est la place d'Israël dans l'identité juive, se pose. Est-ce qu'on met Israël au cœur? Est-ce qu'on met Israël au-dessus de nous? Mais encore une fois, Israël, territoire? Pas forcément. Israël, avant tout, c'est Israël, c'est même pas un pèlerin, c'est ce juif héritier en quête de son héritage. Alors, est-ce que, pour terminer sur cet épisode fondateur de Jacob, vous avez cité les versets qui sont très précis. L'identité d'Israël, c'est celui qui se confronte à Dieu, ou du moins à la parole de Dieu, mais c'est aussi Yachar El, celui qui est droit avec cette parole. Il y a une, non pas une ambiguïté, mais il y a une complexité de l'identité d'Israël. Exact. Confrontation, mais en même temps aller avec. Oui, alors effectivement, l'ange donne une signification. On voit que très souvent dans la Bible, il y a une signification au nom. Et la signification que donne l'ange ou l'homme, c'est Kisarita Imael, car tu t'es battu avec les forces, avec les... Elle, c'est pas forcément Dieu lui-même. C'est envoyé. Ouais. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a cette victoire sur le combat. Blessé, mais victoire. Victoire sur l'exil. Il a tardé, mais il est rentré. Ça, c'est Jacob. C'est Jacob qui devient Israël. À partir du moment où il y a cette lutte, et la lutte, on la connaît, on vit dans un monde aujourd'hui tellement confortable que la lutte est encore beaucoup plus grande. D'ailleurs, c'est le piège de Lavan. Mais reste, qu'est-ce qui te manque? T'as des femmes, t'as des enfants. Donné. Mais non seulement t'as tout donné, mais pourquoi tu vas partir? T'es bien là. Un petit peu de crème, un petit peu, c'est ce qui va se passer en Égypte. On va regretter les marmites de viande, les courgettes,
je sais pas moi. Les melons. Les melons, oui, les afatichim. Et on est toujours tenté à se dire que finalement, l'héritage, d'accord, mais pourquoi moi ? Là, je suis Trouver bien, des justifications pour rester. Voilà. Alors, sur cette même question de l'identité juive et de celle d'Israël, vous évoquez dans cette étude, ensuite, c'est d'ailleurs très original, 2 moments contemporains très importants, en citant à nouveau le philosophe juif français Emmanuel Lévinas, qui était l'un des coordinateurs et organisateurs des fameux colloques des intellectuels juifs de langue française. Vous citez justement le 7e colloque tenu en 65, puis le 9e en 68, une année intéressante avant les événements d'ailleurs, qui sont tenus à Paris, et qui portaient sur le thème Israël dans la conscience juive et dans la conscience des peuples. Alors pourquoi cette double référence surprenante dans cette réflexion sur le nom d'Israël au colloque des intellectuels juifs de langue française? Les colloques, ça a été une tentative extraordinaire d'ailleurs, une pierre angulaire du réveil du judaïsme français, francophone, mais du judaïsme français après la guerre. On se situe et en 1965, donc l'État d'Israël naît en 1948, et en 1965 se pose la question dans les colloques, pour la première fois, de parler Israël dans la conscience juive, il ne parle pas d'identité, dans la conscience juive et dans la conscience des peuples. Alors on peut s'étonner quand même, depuis 1948, ils ont parlé d'antisémitisme, ils ont parlé de relations avec les peuples, de relations avec le christianisme, il y a tellement de colloques. Ça fait presque 20 ans. On attend 20 ans pour se poser la question de, pas la place, mais Israël dans la conscience juive et dans la conscience des peuples. Et on est en 65, donc va arriver très vite 66 avec la guerre des 6 jours, et très 67, rapidement, 67, pardon, et très rapidement 68, rebelote le même sujet. Donc on s'étonne d'un côté de ce silence par rapport à Israël, donc ce Jacob qui se reconstruit en exil après la guerre, et qui prend 20 ans de jacobisme, si je peux me permettre. Jacobinisme aussi. Oui. Ouais. Et qui finalement va se poser la question, mais enfin, suis-je porteur aussi, moi, où je mets cette notion d'Israël dans mon... Alors bon, les colloques, c'était toujours une ouverture, une fermeture de Lévinas et Neher, qui... Lévinas faisait sa leçon talmudique. Une fameuse leçon. Et Neher, sa leçon biblique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils choisissent tous les deux de parler d'un même sujet qui, si je posais la question, je vous la pose, quel est, d'après vous, si on devait citer de la Bible un symbole du retour d'Israël sur sa terre, à quel moment, quelle histoire biblique est la plus symbolique ? Oui, est-ce que c'est celle d'Abraham qui est le premier venu sur la terre ? Est-ce que c'est Lech Lecha d'Abraham. Jacob ? Est-ce que c'est le retour des tribus après la disparition de Moïse, guidé par Josué, effectivement, plusieurs moments. Mais en tout cas, pour les intellectuels juifs de langue française, c'est intéressant que c'est ces 20 ans. Il aura fallu 20 ans pour retomber les pieds sur terre, parce qu'ils étaient un petit peu dans les hautes sphères. Voilà. Ils récupéraient les morceaux de leur identité. Et c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent alors en 65, eux, ils choisissent un thème qui est pas très connu. Enfin, je sais pas qui est pas très connu, qui est souvent a été déporté de son essence historique. Ils choisissent le 10 Av. Le 10 Av, qui n'est pas vraiment cité, mais qui est cité comme le lendemain du 9 Av dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av au niveau biblique, et non pas la destruction du temple qui vient bien plus tard, et que nous célébrons le 9 Av, mais l'essence du 9 Av et les pleurs pour les générations ont été fixés le 9 Av biblique, où un petit peu avec l'accord de Dieu, mais à la volonté de Moshe, c'est Moshe qui demande. J'aimerais bien envoyer les explorateurs, parce que bon, là on va rentrer, ils viennent de sortir d'Égypte. Hein, on va prendre nos marques pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Voilà, venez, on rassure un petit peu. Je vous demande, ils nomment des chefs de tribus, des 12 tribus, donc il y a 12 représentants qui vont partir, et ils doivent faire une étude topographique, c'est marqué dans la Bible. Vous me direz quel est l'état de la terre, quel est l'état de la géographie, qui sont les peuples qui vivent là-bas, est-ce qu'il y a à manger ? Bon,
vers où on va. Est-ce qu'il se prépare à la guerre? Un salon de l'Alia, quoi. Donc, amenez-nous, s'il vous plaît, toutes les informations. On veut bien y aller, mais on est là dans le désert, on sait ce qu'on a quitté, on ne sait pas vers quoi on va. Et on a confiance, oui, mais enfin, il eût été bon quand même, d'après Moïse, qu'on donne un petit peu plus confiance. Donc, il envoie ces explorateurs qui vont partir pendant 40 jours. Et ces 40 jours, c'est primordial, puisque c'est 40 années, contre 40 jours, vont être 40 années de désert. Ils reviennent, ils disent du bien, et puis alors là, ça tourne à la catastrophe. Ça déraille. Et ils arrivent à faire baisser le moral du peuple, à zéro, si bien que les gens disent on devrait se nommer un nouveau chef, ça suffit, là c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire ils dénigrent les qualités d'Eretz Israël. Ils dénigrent les qualités d'Israël et ils se posent des questions sur qui sont ces dirigeants, quoi, où ils nous emmènent. Donc, la viabilité du projet, en fait. Voilà. Donc, eux qui avaient confiance, a priori le peuple qui avait confiance et qui était parti pour suivre Moïse malgré le manque d'eau, malgré tout ce qu'on voit au début, la traversée de la mer, c'est pas évident tout ça. Tout d'un coup, à cause des paroles des explorateurs, il y a une perte de morale du peuple, si bien que les gens disent ça suffit, nommons-nous un autre chef que Moïse et rentrons en Égypte. Et voilà, enfin tout le projet tombe demi-tour gauche. Voilà, et donc ou droite. Oui. Et donc c'est là que commence le premier Tisha B'Av, avec cette démoralisation du peuple. C'est-à-dire comment on peut mettre des gens qui sont des Israël en route à redevenir des Jacob perdus dans leur identité, qui savent même plus s'il faut, c'est l'Égypte, qu'est-ce qu'on fait, on tourne à droite, où on va. Et Dieu quand même dit à Moïse, ça suffit là, ils m'ont saoulé, j'en peux plus de ce peuple, c'est très simple, vous allez tourner, effectivement, vous n'allez pas y aller tout droit, vous allez errer pendant 40 ans dans le désert, toute cette génération, sauf les gens qui ont 20 ans à l'époque, plus Josué et Caleb, qui sont les deux dirigeants sur les 12 qui n'ont pas dit du mal. Les autres, vous allez tous mourir. Et puis pour chaque jour où vous avez passé votre temps à dire du mal, vous aurez une année de plus d'exil. Donc c'est un Israël, qu'est-ce qu'on voit? Dans la Bible, on voit les enfants de Jacob descendent en Égypte. En Égypte, ils deviennent Israël, ils sortent d'Égypte. Les Béné Israël sortent d'Égypte. Et puis là, à cause des explorateurs, ils deviennent des Jacob au plus profond d'eux-mêmes. Et Dieu les punit. Dieu dit, ça suffit. Cette génération-là ne rentrera pas en Israël. Oui, alors que la sortie d'Égypte aurait dû marquer l'avènement au rang de peuple d'Israël. Et donc, on ne devait plus se poser toutes ces questions. Voilà. Et donc, non seulement on va se les poser, mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu dit à Moïse, préviens-les, dorénavant, voilà, tout le monde va mourir, et qu'ils soient prêts à accepter cette punition, parce que, voilà, c'est décidé, depuis le temps qu'on joue à qui est le plus fort, ça y est, c'est comme ça. Seulement, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans cette nuit, peut-être la comparer à la nuit de Jacob, je ne sais pas, mais en tout cas, au lever du jour, il vient de voir Moïse, il dit, on a changé d'idée, on va y aller. Il se ravise. Non seulement ils se ravisent, mais en plus comme un seul homme. Alors là, ils sont unis dans leur volonté Et on est le 10 Av, donc. Et on est le 10 Av. Le lendemain. On est le 10 Av. Alors c'est vrai que dans notre conscience aujourd'hui, souvent le 10 Av est symbolisé par garder encore des symboles de deuil à cause de la destruction du temple. Mais qui a brûlé 2 jours, dont le 10 Av. À Jérusalem, on fait bien attention à préserver encore la moitié de la journée du 10 Av, parce que Jérusalem les brûlait encore. Mais finalement, quand on lit ce texte, on se rend compte que le 10 Av, c'est une journée bien plus marquante dans l'histoire, puisque c'est le jour où Moïse leur dit, mais attendez, faites pas ça. Dieu était avec nous jusqu'à hier. Il va rester avec nous 40 ans dans le désert. C'est son projet maintenant. Ne partez pas tout seul. Moi, je pars pas avec vous. Je laisse ici le Aaron, le tabernacle et tout. Et vous allez partir, mais vous n'avez plus la protection divine. Et effectivement, ils vont partir et ils vont se faire... il y a marqué l'Amalécite et le Cananéen qui habitaient sur cette montagne, en descendant, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Mais le terme qui est employé, Vaya pilou la halot al rosh ha'ar. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah.
Et ce qui veut dire donc ils se sont obstinés, c'est la traduction en français, mais la pile, c'est vraiment faire de force. Je ne veux pas utiliser des termes trop modernes qui sont tristes, mais c'est vraiment faire de force quelque chose qui va à l'encontre de la nature. Et donc, là, on se trouve face à des gens qui sont face à une montagne et ils disent, alors même stratégiquement, hein, de se dire qu'on va assaillir une montagne alors que l'assaillant est en haut, c'est aussi un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un message à double sens, puisque là, on commente quelque chose qui a été longuement commenté dans ces deux colloques des intellectuels juifs de langue française. D'un côté, ils descendent sur terre et ils s'occupent d'un sujet qui, quand même, été brûlant depuis 20 ans. Et en même temps, ils le traitent, je dirais, de manière un peu parcimonieuse, si j'ose dire, parce qu'il faudrait évidemment rentrer dans la résolution. On n'a pas le temps de les analyser, mais et les prises de parole. Mais on trouve intéressant tout de même de relever que ce qui se dégage et ce que vous dégagez de cette réflexion entre le 9 et le 10 Av, c'est que les intellectuels juifs de langue française ont noté qu'il y avait une obstination, c'est-à-dire c'est intéressant, c'est comme c'est peut-être un regard péjoratif sur la nécessité de monter, fût-ce de force. Mais c'est ça Israël. C'est ça Israël et c'est ce que les sionistes vont utiliser comme terme pour parler de l'Alia. Alors, les Maapilim. Les Maapilim. Comment vous traduiriez ça, Maapilim? En français, on appelle ça l'immigration clandestine. C'est très moche d'ailleurs. mais en fait, c'est quoi? C'est des gens qui, malgré le petit livre blanc et malgré les interdictions des Britanniques de voir revenir des Juifs remonter en masse en Israël, prennent des bateaux de partout et qui viennent en Israël contre vents et marées, c'est le cas de le dire, et qui viennent en tant qu'Israël. C'est comme Jacob. Jacob, il aurait pu rester encore une nuit, une année, une dizaine d'années chez Lavan. C'est les fous de l'Alia, les forcenés de l'Alia, les passionnés de l'Alia. Voilà, et à un moment, Jacob dit à Lavan, ça suffit, c'est fini Jacob, c'est Israël maintenant, et je pars. Et d'ailleurs, Lavan joue avec lui, il dit, mais dis-moi, ton identité là, tes femmes, mes filles, tes femmes, c'est mes filles, tes enfants, c'est mes petits-enfants, ça veut dire c'est à moi tout ça, tout ce que vous avez acquis dans cette diaspora, vos diplômes, votre... savoir-faire. Vous êtes des Jacob, vous m'appartenez. Et à partir du moment où Jacob sort de son jacobinisme et rentre dans son Israël, tout ça, ça ne l'intéresse plus. À partir du moment où dans notre identité surgit Jacob, plus rien. La nuit, la bataille, tout ça, ça fait plus peur. Et c'est ça que les Maapilim, vous vous rendez compte, c'est cette anecdote, c'est pas une anecdote, mais le 9 Av de la faute des explorateurs a marqué l'histoire de la Bible. Jusqu'à nos jours, avec la célébration, donc la commémoration du 9 Av, jusqu'à nos jours, avec toutes les destructions du peuple juif. Mais le 10 Av, je ne veux pas dire que c'est un détail de l'histoire, mais c'est ce que les sionistes et les premiers habitants de l'Israël moderne vont prendre comme exemple en disant bénédiction, bénédiction, on est Israël. Et là, ça remet en cause peut-être l'identité des béné Israël qui sont sortis dans ce désert. Finalement, ils étaient encore très Jacob. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de se plaindre comme des Jacob. Ils veulent leur courgette, ils veulent ceci, ils veulent cela. Et en fait, ils ne sont pas Israël. Ils n'arrivent pas à mettre en avant leur identité Israël. Et eux n'ont pas peur. Bien entendu, c'est très désolant de choisir cet épisode parce qu'il met aussi en risque qu'à nouveau, l'histoire se reproduise. C'est-à-dire, il y a marqué aussi dans la Guémara qu'on ne doit pas monter en force. Shelo ya'alu kechoma. Et les gens qui s'opposent au sionisme moderne disent, ces sionistes-là, ils ont poussé des portes. Or, ces sionismes-là disaient, quand la porte s'ouvre, je rentre. C'est cela. Et c'est ça, c'est un petit peu... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre étude, ensuite, qui procède en spirale, on peut dire, avec des retours en arrière et des bonds en avant, votre étude décortique ensuite la sémantique, très porteuse de sens à la fois multiples et profonds, des divers noms qui furent avancés au sein des militants et acteurs du mouvement sioniste en vue de la création de l'État juif, alors qu'on était quelque temps avant sa renaissance. Oui. Alors comment ça se passe, cette recherche? Il y a plusieurs étapes intéressantes pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on avait demandé aux auditeurs la place d'Israël dans l'identité juive, je pense que beaucoup de gens, en tout cas en France, pensent Israël, c'est l'État d'Israël, c'est là où je passe mes vacances, c'est là où vivent mes enfants, c'est je ne sais pas, mais
c'est là où étudie à la yeshiva, peu importe. Pour les gens, Israël, c'est un territoire. Or, ce que je viens d'essayer d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'Israël, c'est une dynamique de notre identité qui nous dit « tu n'es plus Jacob, fini l'exil, tu es Israël et tu as le droit à cette double identité. » Quelquefois Jacob, et bien souvent Jacob sera rappelé Jacob. La maison de Jacob est reprise même dans la Bible bien plus tard. Mais on est aussi Israël. Et très souvent, justement dans les Névi'im, dans les prophètes, on voit cette différence entre la maison de Jacob et les enfants d'Israël. On est les enfants d'Israël. Et c'est à nous, à un moment, de sentir que cet Israël est plus fort que ce Jacob et lutter, quitte à boiter, mais lutter. Et donc, alors, ce qui se passe, d'entreprendre cette rupture. Alors, donc, on a ce mouvement sioniste qui s'est mis en marche, auquel... Finalement, pas tout le monde est obligé d'adhérer. Il y a beaucoup de gens qui sont Jacob, qui veulent continuer à être Jacob. Et puis, il y a tous ces gens qui sont Israël et qui veulent venir de force, venir avec des bateaux, etc. Quand, en 1900, c'est important à comprendre aussi que la déclaration Balfour, elle proposait un foyer juif en Palestine. Mais il s'est passé quelque chose dans l'histoire après. C'est qu'en 1942, le mouvement sioniste a décidé que ce n'était pas un foyer qu'il nous fallait, mais un État. Et ça change cardinalement les choses. Parce que finalement, un foyer, c'est un refuge. Une forme de Ohel Yaakov. C'est un refuge. Tandis que quand on parle d'une tente de Jacob, ce qui est très symbolique, tandis que quand on parle d'un État, on est complètement Israël. Mais au moment où il va falloir choisir le nom de l'État d'Israël, ça ne va pas être aussi évident que ça. Et donc, déjà, le mouvement sioniste s'appelle sioniste avec ce retour à Sion. Et Sion paraît une évidence comme étant un des noms qui pourrait être donné à la Palestine de l'époque. Et donc, on va avoir différentes propositions. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette question du nom de l'État va se poser. Je vous ai dit qu'en 42, il y a la décision de choisir de devenir un État parmi les nations. Donc là, c'est en 42. Décision du en mouvement 47, sioniste. il y a le vote à l'ONU. D'accord, il se passe 5 ans. Et puis après, bon, dans 6 mois, les Britanniques vont partir. Donc, on devrait se poser la question. La question, c'est pas brûlant. Il y a d'autres questions beaucoup plus importantes. Et le 12 mai 1948, 48 heures avant la déclaration de l'État d'Israël, la question du nom qui va être marquée dans la Megillat Ha'atzmaut, dans la déclaration, la question du nom va se poser. Alors, elle s'est posée, elle a même été diffusée dans les journaux, mais c'est pas crucial. Mais par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on parle d'identité, c'est comme donner un nom à un enfant. Est-ce que, bon, il est né maintenant, on avait 9 mois pour y penser, on savait pas si c'était une fille ou un garçon, ou on savait. Maintenant, il est là. On n'a pas le droit à l'erreur. On peut pas, après, dire, bon, on va l'appeler comme ça, et après, on lui donnera un autre nom. Donc, la question de donner un nom à cet État aurait dû être beaucoup plus brûlante et maniée de manière différente. Or, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est David Ben Gurion qui va choisir Israël. Mais moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est quelles étaient les possibilités et pourquoi, une à une, elles ont été rejetées. Qu'est-ce que vous pensez qui était le nom le plus populaire à l'époque? Ça dépend un petit peu des références que telle ou telle personne ou telle branche ou courant du mouvement sioniste pouvait avoir. Est-ce qu'on mettait l'accent sur le lieu en parlant d'Eretz Israël? Est-ce que il y a des tas d'options, je crois donc en disant ça, vous dites qu'il fallait un nom fédérateur aussi. Absolument. Qu'il fallait que tout le monde se trouve derrière ce nom. Alors, un des noms le plus populaires, c'était Yehuda. Du nom de la tribu de... Et puis aussi, notre exil nous a appelés Yehudim. On est resté pendant des années. C'est ce que Manitou, au niveau individuel, parle. Il parle de cette notion de juif par rapport aux Ivri. Donc, Yehudim, on est des Yehudim. Notre terre s'appelle Yehuda. Ça a une certaine Il y avait un des noms, c'était la Medinat à Yehudi. Medinat à Yehudim, c'est le livre d'Herzl. Et l'État des Juifs, et non pas l'État juif, c'est important. Et donc, Yehuda va être une proposition, mais ça ne peut pas coller. Parce que le partage de la Palestine ne propose pas du tout la Judée. Absolument. Donc, comment appeler un endroit? Le partage du 29 novembre 1947. 29 novembre 1947. Le plan de partage de l'ONU. Voilà, 181, qui a été donc voté par 33 pour, 13 contre, 10 abstentions. Chaque voix, quand on lit les archives sionistes, on voit comment chaque voix a été, pas bandiée, mais enfin, il fallait assurer ce vote.
C'était pas non plus une grande volonté du mouvement sioniste de faire ce partage. Mais c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable. Et quitte à rappeler que jusqu'à aujourd'hui, les pays arabes, puisqu'il s'agit bien d'un État juif face à un État arabe, les Arabes n'ont pas accepté, sauf 2 accords de paix qu'on a avec l'Égypte et avec la Jordanie, qui eux reconnaissent le droit à l'État d'Israël. Les autres n'ont pas accepté même cette idée de partage. Pour eux, la Palestine devait rester arabe tout entière. C'est la fameuse solution à 2 États de l'État d'Israël vivant aux côtés de un État arabo-palestinien qui a été proposé donc en novembre 1947 par l'ONU, qui était refusé par le côté arabe. Oui, alors à l'époque, on ne parle pas d'État palestinien du tout. Non, on parle d'État arabe face aux États juifs. C'est important de le préciser. Absolument. Donc, les noms qui sont proposés, bien, vous avez parlé d'Eretz Israël. Eretz Israël, ça ne peut pas coller non plus, pour la même raison. C'est qu'Eretz Israël, c'est bien, bien plus grand, ça va jusqu'au Jourdain. Et donc, ça ne va pas. L'État qui va naître sur le partage. Il n'est pas question de la guerre d'indépendance et de récupération de territoire par la guerre. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait juste qu'il va y avoir un partage de la Palestine en 2 États. Les Juifs disent « Ok, on veut bien notre partie. Comment on l'appelle ?» On ne peut pas l'appeler Eretz Israël, c'est trop grand. Ça va pas. Ça colle pas. Ça colle pas. On peut pas l'appeler Yehuda, il n'y a même pas Yehuda, il n'y a même pas Jérusalem. Yehuda, ce serait la Judée. La Judée, il n'y a pas la Judée dans ce partage, donc ça colle pas. Et Sion, c'est la même chose. Même si les Juifs du monde entier se tournent vers Sion dans nos prières, au Birkat Hamazon, nos prières 3 fois par jour, Veterezena, Enenu, Beshufra, Le Tzion. Tzion, c'est Jérusalem. Et en plus, Jérusalem est divisée à l'époque. Oui, elle ne fait pas du tout partie du partage. Donc, de toute façon, on ne peut pas appeler un endroit Yeshurun, la même chose. Yeshurun, c'est déjà encore plus... peut-être que ça n'aurait pas plu à une certaine partie du peuple, quoique... Dans les prophètes, on parle de Yeshurun aussi. Yeshurun, ça symbolise la Jérusalem. Mais c'est un nom moins connu quand même. C'est un nom un peu érudit, disons. Oui, non, mais il était courant quand même dans les mouvements sionistes, y compris en France, il y avait ce fameux mouvement Yeshurun. Medinat HaYehudim, c'est pas mal parce que c'est le nom du livre d'Herzl. Seulement, le problème, c'est que Medinat HaYehudim, il n'y a pas que des Yehudim. Donc, comment on peut appeler l'État des Juifs si on sait que parmi ces gens, il ne va pas y avoir que des Juifs? Donc, c'est un petit peu... difficile. Il y a des minorités, et quelquefois de fortes minorités. Non, le problème de Medinat HaYehudim aussi, c'est un petit peu le fait qu'on avait 2 royaumes. On avait le royaume de Juda et on avait le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël s'est dispersé. Le royaume de Juda s'est un petit peu étendu, c'est vrai, sur le royaume d'Israël. Et donc, c'est pour ça que quand les Romains, quand on va partir en exil, on va nous appeler les Yehudim, parce qu'on vient de cette Judée en question. Et c'est pour ça que le mot juif vient de vous savez, en italien, on dit hébraï. On ne parle pas des Juifs, on parle des Hébreux. Hébraïque. Mais nous, on est les Juifs, et donc ces Juifs, ça fait référence à Yehuda. Alors, Medinat HaYehudim, ça ne peut pas passer non plus, même si on voit que très souvent, et ça c'est important, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Jacob Israël, Yehuda Israël, c'est aussi une notion qu'on va revoir. À chaque fois que les Juifs reprennent le pouvoir, même à l'époque romaine, pendant la révolte, etc., ils frappent des pièces au nom d'Israël. Donc Israël, c'est le Riboni, c'est celui qui a le pouvoir entre ses mains. Et c'est le nom fédérateur, finalement. Tandis que quand les Grecs ou Hérode, à l'époque d'Hérode, on trouve des pièces, elles sont frappées au nom de Juda. Donc aux yeux des autres, on est Juda. Entre parenthèses, Jacob. Et à nos yeux, nous sommes des Israël. Donc Israël, c'est une forme de notre indépendance, mais on est toujours, j'étais à Medinat HaYehudim, je passe à Medinat HaIvrim. Parce que c'est vrai que Abraham représente l'hébreu. Seulement, j'aime bien, en actualité, au jour le jour, très souvent, parce qu'il est difficile peut-être pour certaines personnes ou de le prononcer ou carrément de le reconnaître, cet État s'appelle l'État d'Israël, et donc très souvent, vous entendez aux informations l'État hébreu. Mais quand on cherche qui sont les Hébreux, je ne parle pas de l'hébreu au niveau individuel, mais les Hébreux, ça a disparu depuis longtemps. Les Hébreux, les Égyptiens.
c'est des peuples antiques, mais c'est des peuples antiques, mais qui ne peuvent pas revendiquer aujourd'hui une autonomie. D'où ils se réveillent? Ils ont disparu. D'accord, mais du point de vue de justement l'enseignement de Manitou, il y a ce leitmotiv disant que de juifs que nous étions, nous sommes redevenus hébreux. Alors je me doute que quand le journal Le Monde, qui ne porte pas spécialement Israël dans son cœur, parle lui souvent soit de l'État juif, soit de l'État hébreu, il ne fait pas référence à ce retour d'identité dont parle Manitou, mais tout de même, dans l'enjeu de nommer l'État d'Israël Médinat Ivri, il y avait sans doute aussi ce retour de l'identité hébraïque qui était en jeu. Oui, mais alors, les Hébreux, il faut savoir que les Hébreux ne sont pas que des Juifs. Les Hébreux, ça vient de Héver. C'est tous ces gens qui parlent cette langue, qui est cette langue de Héver. Donc, on le sait, dans la Bible, on nous cite d'autres peuples. Donc, le fait de dire qu'on est la terre des Hébreux, d'abord, c'est réveiller un fantôme. Et là, déjà, on nous reproche l'existence d'Israël. Mais alors, les Hébreux, dans la mentalité, moi, je me rappelle, en 6e, on a appris les pharaons, les Hébreux. Les Hébreux, ça n'existe plus. L'hébreu était considéré comme une langue morte. Donc tout ça, comment on réveille les morts? C'est quoi cette résurrection? Donc si on veut parler de langue et de culture, alors effectivement, au lieu de juifs, on peut parler d'hébreux. Au niveau individuel, comme le dit Manitou, ce passage, Héver, ça veut dire passage, ce Héver, c'est une démarche personnelle de chacun d'entre nous. En fait, c'est ce passage de Jacob à Israël aussi. C'est ce passage qui fait de nous un Héver, comme Abraham était ivri. Alors, qu'est-ce qui a décidé finalement que ce soit Israël? Parce qu'il y avait, parmi tous ces noms, comment le morceau a-t-il été emporté? Alors, je crois que c'est Ben Gurion qui a décidé. Il va y avoir un vote, ils vont se réunir. Alors, je vous dis, on est 2 jours. Alors, mais le vote, c'est quoi? C'est le comité exécutif de l'agent juif qui faisait figure de gouvernement. Qui va devenir le gouvernement intermédiaire. Et donc, ils se réunissent, ils sont 10. Il n'y a pas grand monde. Et une à une, les propositions vont être avancées puis décodées et mises de côté. Donc, l'idée d'appeler Israël va rester l'idée de Ben Gurion. Elle va être proposée aussi en anglais comme Israel. D'ailleurs, derrière vous, il y a marqué The State of Israel is born. C'est la une du Palestine Post qui va devenir le Jérusalem Post. En mai 48. Et donc, l'idée de donner ce nom d'Israël, c'est exactement cette démarche de ne plus être Jacob, d'être des Maapilim, d'être Israël, de sortir de notre exil pour devenir... Israël ne peut pas être en exil. Israël, c'est l'exil en marche. Je m'excuse, je ne fais pas de la politique française, mais j'aime cette terminologie d'en marche. Tant qu'on est dans le mouvement et qu'on va vers Sion, on est Israël. À partir du moment où on pose ses valises, on oublie de marcher et qu'on peut dire « les Shana Abba B'Yerushalayim » par tradition. Mais si dans notre cœur, quand on dit « les Shana Abba B'Yerushalayim », on est Jacob, on sait très très bien où on est les Shana Abba B'Yerushalayim. Et Mashiach ne viendra pas, et aucune perspective. Si, quand on dit les Shana Abba B'Yerushalayim, on est Israël, alors on est dans cette démarche. Maintenant, le problème d'Israël en tant que choix, c'était aussi de dire, et qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne peut pas s'appeler le pays des Juifs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ne sont pas Juifs? Ils vont s'appeler Israël. Un Arabe israélien. Comment c'est possible qu'on intègre cette notion d'Israël? Et finalement, une des questions, elle va se poser cette question. Et les gens vont dire, finalement, ce n'est pas complètement impossible parce que les Juifs en France sont bien des Juifs de France. Bon, pourquoi pas des Arabes israéliens? Au Maroc, les Juifs sont des Arabes, sont des Juifs du Maroc. Donc, les gens qui vivent ici, les Tcherkesses, les Bédouins, les Druzes, seront des Druzes israéliens. Alors, on ne parle pas de religion, on parle plutôt de culture et d'identité. Mais en fait, oui, au niveau de leur nationalité, ils seront israéliens. Au niveau de leur culture et de leur définition ethnique, ils auront, comme nous, les Juifs, on était des Juifs français ou des Juifs de France. Et c'est un choix qui va faire des clivages en diaspora, bien sûr, ce nom. Ben, évidemment. Mais si vous écoutez les gens qui n'ont pas encore avalé la pilule de 1948, ils vous disent « je pars en vacances en Eretz Israël ».
Ils font très attention, surtout de ne pas dire Israël. Le plus facile, c'est de dire Israël, comme ça, Eretz, pas Eretz. Ça aurait été facile pour tout le monde. Il y a des gens qui s'emploient à parler volontairement, ils vous diront, je vais à Bnei Brak ou à, peu importe, chez mes enfants, en Eretz Israël. D'accord, mais Eretz Israël, c'est à nous, même quand on n'y a pas habité pendant 2000 ans. La question, t'es Jacob avec tes bagages à Bnei Brak ou à Tel Aviv ou à Netanya, ou alors t'es Israël qui va en Israël. Parce que c'est ça l'important. L'important de connaître le nom d'Israël en tant qu'État, c'est de reconnaître cette spécificité d'en faire un État juif. Ok, ça c'est ce qui a marqué. Anachnu machrizim bezot alakama medina yehudit be'eretz Israël. Hi Medinat Israël. On a rajouté le mot Medina juste par... parce que pardon. Nous déclarons par la présente, par la même, à l'avènement d'un État juif en terre d'Israël, donc on reprend la terre ancestrale, qui est Medinat Israël. On a rajouté Medina parce que ça se fait à l'époque. Tout est ou république, ou État, ou... Donc on est un État, après tout, puisqu'il faut rentrer parmi les nations. On se donne donc le nom officiel, c'est Medinat Israël, ou Israël tout court. Eh bien, après ce parcours assez vertigineux qui nous a fait partir des versets de la Bible jusqu'à Ben Gurion, nous arrivons au terme de notre émission, de ce magazine. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci. Merci.